Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Une attaque meurtrière dans une salle de concert près de Moscou, un plan Vigipirate qui passe à son niveau le plus élevé en France et la crainte partout en Europe de connaître à nouveau des attentats. L'attaque de l'État islamique menée vendredi en Russie a fait au moins 139 morts selon le bilan au moment de l'enregistrement de ce podcast. Elle rappelle non seulement le Bataclan mais semble aussi mettre en lumière la résurgence de l'organisation État islamique et plus particulièrement de sa filiale afghane, l'État islamique au Khorasan. J'ai invité Didier Loras qui couvre le terrorisme au pôle international de l'AFP pour savoir où en est le niveau de la menace et ce que l'on sait de cette organisation. Sur le fil. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, de décider de hausser la posture de Vigipirate. Donc c'est une mesure qui est cohérente compte tenu de la revendication de cet attentat et du fait que ce groupe a plusieurs fois tenté de toucher le sol français. Quelques jours après l'attentat près de Moscou, Emmanuel Macron n'a pas minimisé la menace terroriste. Dans le viseur du président de la République, l'État islamique au Khorasan, l'EIK, une franchise de l'État islamique installée depuis une dizaine d'années en Afghanistan. Elle porte le nom d'un territoire à cheval entre l'Afghanistan, le Tadjikistan et l'Iran notamment. Le terme Khorasan est considéré comme l'appellation ancestrale de l'Afghanistan moderne. Il faut savoir que l'État islamique, c'est une nébuleuse. Il y a une centrale qui est censée diriger les opérations partout dans le monde, mais en fait, c'est une organisation qui est extrêmement décentralisée. Didier Loras, chargé du terrorisme au pôle international de l'AFP. Ce qui est intéressant avec l'État islamique au Khorasan, c'est que c'est une organisation qui a été créée par des gens de l'État islamique en Syrie et en Irak et qui sont venus en Afghanistan pour la monter. Après, c'est une organisation qui a grandi autour et dans l'ombre des talibans. C'est-à-dire qu'il y a une très grande partie de ses membres qui sont des transfuges des talibans qui trouvaient que les talibans étaient, entre guillemets, trop modérés, trop mous. C'est aujourd'hui une organisation qui a une très forte croissance de ses membres, qui a une communication très élaborée, très calculée, en plusieurs langues, dont le russe, et qui aujourd'hui est considérée comme la filiale de l'État islamique qui est la plus capable de se projeter à l'extérieur pour faire des opérations telles que celles qu'on a vues en Russie ce week-end ou en Iran début janvier. Petit rappel, l'organisation État islamique a été fondée en 2014 en Irak. C'est une organisation sunnite qui s'oppose aussi aux chiites, au pouvoir en Iran par exemple. Aussi appelée Daesh en arabe, elle a réussi à contrôler un vaste territoire à cheval entre Irak et Syrie, où elle a réussi à instaurer un califat. Ce califat a finalement été vaincu en 2019, mais cela n'a pas mis fin à l'existence du groupe. Pour revenir à l'État islamique au Khorasan, avant l'attaque en Russie, il avait déjà revendiqué des attaques spectaculaires. À l'aéroport de Kaboul, par exemple, en août 2021, un attentat qui avait fait plus de 100 morts. Plus récemment, en Iran, en janvier, lors d'un hommage à un général, là encore avec un lourd bilan, 94 morts. Mais alors pourquoi s'en prendre maintenant à la Russie ? D'abord, le principe de l'État islamique, c'est qu'ils veulent mettre en place un califat mondial. Et que, par définition, un État constitué est un ennemi du califat. Donc la Russie est un ennemi du califat comme tous les États centralisés. Après, il faut regarder un tout petit peu du côté des ambitions géopolitiques russes, leurs interventions en Syrie, leur rapprochement avec l'Iran, leur politique d'influence notamment au Sahel, qui fait que soit l'armée russe, soit des mercenaires russes, soit les intérêts russes sont régulièrement opposés à des groupes islamistes radicaux. Je pense qu'il y a aussi la volonté pour l'État islamique de taper là où elle peut taper, de recruter là où elle peut recruter. On le voit bien, ils viennent de frapper dans la banlieue de Moscou, le monde entier en parle. Tout le monde se met à réaliser que l'État islamique peut refrapper à l'extérieur comme il l'avait fait avant à Paris ou ailleurs. Donc fondamentalement, le lieu où il frappe, j'ai envie de dire, presque
c'est pas tout à fait vrai, mais presque n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup de morts et qu'on en parle. Et de ce point de vue-là, l'attaque de la banlieue de Moscou est une attaque extrêmement réussie. Certains suspects arrêtés après l'attentat de la banlieue de Moscou sont tadjiks ou d'origine tadjik selon la justice russe, et certains sont passés par la Turquie selon une source proche des milieux sécuritaires turcs. Depuis l'attentat, Ankara a d'ailleurs arrêté 147 personnes soupçonnées d'appartenir à l'État islamique. Et cette présence aux portes de l'Europe inquiète les services de renseignement. Selon le Centre international pour l'étude de la radicalisation, l'EIK compterait entre 3000 et 4000 militants. Alors, l'EIK a 2 foyers importants de recrutement. Il y en a un, c'est donc l'Asie centrale, l'autre, c'est la Turquie. Depuis la Turquie, on peut rentrer en Europe facilement. L'Europe va accueillir, dans les mois qui viennent, le championnat d'Europe de football et les Jeux Olympiques, qui sont 2 compétitions qui vont générer des mouvements de population extrêmement importants. C'est des moments qui sont très très compliqués à sécuriser. On l'a vu, l'État islamique vient de frapper dans la banlieue de Moscou. Rien ne l'empêche de frapper à Paris, à Berlin ou ailleurs. D'autant plus quand il est question de 4 individus avec des kalachnikovs et des produits incendiaires. Et ce genre d'attaque est bien plus facile à organiser que celle du Bataclan et des terrasses parisiennes en 2015, des attentats revendiqués par l'État islamique. On ne parle pas là d'une opération type 13 novembre 2015 à Paris, qui est préparée pendant des mois et des mois avec une logistique assez lourde, plusieurs équipes. Il n'est pas question de ça. Ce qui va être très compliqué pour Paris et pour l'Allemagne et pour l'Europe d'une façon générale, mais pour le reste du monde, c'est empêcher un individu radicalisé sur Internet à un moment de se procurer une arme et de commettre un attentat où il va tuer que 1, 2, 3 personnes, ça peut suffire pour provoquer une réaction émotionnelle, médiatique, politique extrêmement forte. Et de ce point de vue-là, ils sont parfaitement capables de frapper, oui, à n'importe quel moment. D'autant que chaque année, rien qu'en France, des dizaines de djihadistes condamnés pour leurs activités en Syrie sortent de prison après avoir purgé leur peine. Un point de vigilance extrême a récemment dit à l'AFP Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste. Le tout dans un contexte mondial extrêmement tendu, notamment avec la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas. De ce point de vue-là, le contexte international est très mauvais. Et évidemment, chaque attentat porte en germe un autre attentat et donne une indication et donne presque un conseil. Enfin, voilà, mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'opportunité que représentent pour ces groupes des événements de masse comme sont l'Euro de foot en Allemagne ou les JO à Paris, et 2, le contexte international qui pousse à la radicalisation et donc qui vont pousser les franges les plus actives et les plus enclines à agir. Selon le Premier ministre Gabriel Attal, 2 attentats djihadistes ont ainsi été déjoués en France depuis le début de l'année 2024. Je suis Maxime Mamet, merci à mon collègue Didier Loras de nous avoir éclairé sur l'État islamique au Khorasan. Merci d'avoir écouté cet épisode. Sur le fil revient demain.